Alors Thierry Janssen, bonjour. Déjà bienvenue sur le plateau de Des mots et des mots. Ça fait très plaisir de vous recevoir ici. Une première question, sans refaire forcément tout votre parcours. Vous étiez chirurgien, vous êtes ensuite passé par différentes formes de thérapie, d'approche, quelquefois des choses qui peuvent paraître même un petit peu étonnantes, venant justement de quelqu'un qui vient de la médecine traditionnelle, comme la méditation, le chamanisme. Vous avez rencontré beaucoup de personnes. Est-ce que vous allez bien ? Oui, moi je vais bien. Mais d'abord, je voudrais dire que j'ai pas été chirurgien, j'ai fait chirurgien. Vous avez fait C'est une chirurgien. grande nuance. Et je ne veux pas m'identifier à ce que j'ai fait ou à ce que je fais. Je suis quelqu'un qui est, et puis je fais des choses. Mais donc, à partir du moment où je ne suis pas identifié à ça, ça me permet de faire beaucoup de choses différentes et de continuer à évoluer. Malheureusement, il y a des gens qui sont tellement identifiés à ce qu'ils font qu'ils ne peuvent pas lâcher ça. Et quand ils ne peuvent plus le pratiquer, ils n'existent plus. Donc, j'ai fait chirurgien. Et j'ai pratiqué la médecine, non pas traditionnelle, mais conventionnelle. Conventionnelle. Je l'appelle comme ça, parce que la médecine traditionnelle, en tout cas dans mon vocabulaire, c'est une médecine qui vient de la tradition, qui est transmise de génération en génération sous forme d'une certaine pérennité, sans trop d'innovation. Et ce sont par exemple les médecines que l'on trouve dans des traditions africaines ou asiatiques et qui sont un peu immobiles, mais en même temps qui portent un patrimoine thérapeutique très, très important. Alors que notre médecine, que je vais appeler conventionnelle, parce que par convention c'est celle qui domine dans notre culture occidentale, eh bien, c'est une médecine d'innovation qui cherche à progresser. C'est une toute autre philosophie, je dirais. Mais moi, je vais bien, pour répondre à la question. En séparant, je fais et je suis. Oui, pas vraiment en le séparant, mais en étant dans le discernement pour ne pas tomber dans le piège, justement, de si je ne fais plus, je ne suis plus rien. Et je suis un être et puis je fais des choses. Et ce que j'essaye, justement, pour réunir les deux, c'est de faire ce que je suis, c'est-à-dire d'avoir une sorte de cohérence et de mettre ma cohérence, parce que finalement la cohérence n'est qu'un outil qui aligne nos intentions entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Mais pour moi, il me paraît vraiment important, dans le petit parcours que vous avez évoqué, d'essayer de mettre ma cohérence au service de, non pas trop mon ego, mon moi, qui est dirigé par des peurs, mais plutôt au service de quelque chose de plus essentiel, que je pourrais appeler l'essence ou le soi, comme disait Jung. Et à ce moment-là, ma vie, oui, je vais bien, parce qu'elle correspond exactement à ce qui me paraît essentiel, et donc ça me rend joyeux. Parce que je pense que quand on est en contact avec son essence, on est joyeux. Dès que je la quitte, je vois bien que je perds cette joie de vivre, cette énergie aussi. J'ai toujours de l'énergie, mais alors au service de mon ego, dans quelque chose de conflictuel, de combatif, où on pousse, on force. Je ne veux pas cette vie-là, moi. Je veux passer... Vous la voulez plus ? Je la veux plus. Je la veux plus, elle m'a fait trop souffrir. Et donc vous dites que vous avez fait le chirurgien. Maintenant, est-ce que vous faites le thérapeute ? Ou est-ce qu'il y a plus d'être justement dans cette partie-là ? En même temps, non, je suis conscient que j'assume professionnellement, on va dire, une fonction de thérapeute. Mais ça n'empêche que au fond de moi, il y a toujours eu un guérisseur depuis tout petit. Et c'est un rôle probablement que, je crois qu'on ne fait pas les choses par hasard, c'est un rôle que moi en tout cas j'ai choisi pour prendre une place dans ma famille. Et en sentant qu'il y avait des faiblesses chez mes parents peut-être, j'ai essayé de pallier à ces faiblesses pour que ça reste une famille solide, parce que l'enfant a besoin de sa famille. Et donc je me suis très tôt mis dans le rôle de celui qui écoute, de celui qui conseille, de celui qui soigne. J'ai aussi, à l'âge de 5 ans, vu ma mère opérer d'une hernie discale, et quand elle m'a montré le chirurgien qui passait dans le couloir, j'ai dit moi je vais faire ça. Donc je crois qu'il y a eu une volonté de... Ça vient de loin. Ça vient de loin, mais je crois que pour chacun de nous ça vient de très loin. On n'en est pas toujours conscient. Il se trouve que moi je suis très heureux de ça. Très petit j'étais conscient de ce qui se passait. Je me voyais vivre. Et donc, très petit, je me rappelle de détails qui, aujourd'hui, avec le recul, prennent du sens. Donc, quoi qu'il en soit, c'était quand même une fonction de thérapeute, mais vous avez pris une orientation thérapeutique sur la convention, sur la médecine conventionnelle. En fait, c'est avéré que ce n'était pas celle que vous vouliez c'est pas la médecine conventionnelle que j'ai quittée. Quand j'ai quitté mon métier de chirurgien, donc en 98, le 5 janvier très précisément, ça s'est fait en quelques secondes, et j'étais dans un mal-être, qui, avec le recul maintenant je peux l'analyser, était dû à une
une posture que j'avais choisie, qui était celle de l'homme ambitieux, qui avait des dents qui ratissaient au 5e sous-sol. Et j'avais décidé de gravir les échelons de la hiérarchie académique pour avoir un poste de professeur, de chef de service. Et c'est au moment où j'arrivais à ça que j'étais dans une tension extrême. Je commençais à faire de l'eczéma. Je n'avais pas fait le rapport entre ces symptômes et le stress que je vivais. Je faisais des conjonctivites à répétition depuis quelques mois. Et j'accusais mon environnement professionnel de tout mon mal-être, parce que quand on n'a pas fait un petit travail sur soi, on a tendance à accuser les autres. Et je n'ai pas trouvé d'autre solution que de quitter, assez brutalement. Je ne l'ai jamais regretté, parce que ça m'a ouvert un champ d'exploration que je n'aurais probablement pas pu investiguer si j'étais resté à l'hôpital, dans une fonction très répétitive et très astreignante. Mais en même temps, je n'ai pas quitté la médecine conventionnelle, j'ai quitté une manière d'être dans cet univers-là. Et après, je ne voulais plus entendre parler de thérapie ou de relations d'aide. C'était exclu pour moi. J'ai même travaillé dans la mode. J'ai dirigé une maison de prêt-à-porter ici à Paris, et en fait, une maison italienne, mais pendant quelques mois. Et ça m'a permis d'ailleurs de me désidentifier complètement par rapport à ce que j'avais tant investi pendant toutes ces années, ces longues études et cette profession quand même très accaparante. Mais en même temps, la médecine non conventionnelle, ces médecines alternatives, complémentaires, plus traditionnelles, sont venues à moi parce que, en me laissant être, justement, surtout après avoir quitté mon métier dans la mode, là où j'ai travaillé quelques mois, toutes mes préoccupations d'adolescent sont revenues, à savoir l'anthropologie, l'histoire ancienne, en particulier celle de l'Égypte, où j'ai une passion depuis l'âge de 5-6 ans pour l'Égypte ancienne. Et tout ça m'a reconduit à m'intéresser à l'être humain, et inévitablement, puisque mon background était quand même celui de quelqu'un qui aide et qui avait des outils à travers la chirurgie, la médecine conventionnelle, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur plein d'autres outils, plein d'autres approches thérapeutiques. Et ça s'est fait naturellement. Et c'est seulement à distance que je me suis dit, dans le fond, oui, il y avait un appel chez moi à me nourrir d'autres choses, mais ça n'a pas été décidé. Il n'y a pas eu un rejet de la médecine conventionnelle. Il y a eu un rejet d'une manière de la pratiquer beaucoup trop ambitieuse, beaucoup trop égotique de ma part. Et si je devais venir vous voir, à quoi ressemble votre consultation? Pourquoi on vient vous voir? Quelles sont les personnes qui viennent vous voir? Alors ça a évolué avec le temps, à savoir qu'en 99, quand j'ai quitté mon job dans la mode, j'avais le désir d'explorer des choses qui me paraissaient pleines de sens, mais je ne savais pas très bien comment m'y prendre, à savoir toute une dimension énergétique de la vie. Et notamment à travers ce qu'on m'en disait dans la médecine ayurvédique ou même dans la médecine chinoise, traditionnelle chinoise. Et puis, je me suis retrouvé aux États-Unis dans une école où on explorait le phénomène énergétique du vivant, y compris en psychothérapie, à travers notamment la Gestalt thérapie, toutes les thérapies reichiennes qui passent par le corps, l'émotion, la libération des contentions, etc. Et à la même époque, c'était en 99, quand j'ai commencé ce programme aux États-Unis, où j'allais une semaine par mois, enfin une semaine toutes les 6 semaines en gros, pendant 4 ans ça a duré, des gens ont commencé à me solliciter. Et à l'époque, je venais de rentrer à Bruxelles parce que je vivais avant l'aventure à Paris pour ce job dans la mode. Je vivais à Bruxelles, j'y vis encore aujourd'hui, j'y suis retourné. Et les gens me sollicitaient et tout d'un coup, j'ai répondu aux appels parce qu'on ne me prenait plus pour un fou. Alors qu'on m'avait traité de fou, déjà de quitter ce métier de chirurgien, puis de me lancer dans un univers qui n'était pas le mien, à savoir celui de la mode. Et cette reconnaissance venant du monde extérieur, dont je crois nous avons tous besoin, moi, m'a rassuré. Je me suis dit, tiens, je ne suis peut-être pas si fou que ça. Alors j'ai commencé à accepter de rencontrer les gens. C'était pas du tout cadré, j'allais chez eux, j'allais à l'hôpital les voir, ou bien ils venaient me voir, ou bien on se redonnait rendez-vous dans une pâtisserie, un salon de thé. C'est pas structuré, je les écoutais, et puis je les recadrais, je leur montrais ce qu'ils me disaient. Et j'étais comme une sorte de miroir. Et après quelques mois, j'avais 7-8 personnes par jour. On venait de plusieurs villes en Europe me voir. J'avais même pas de téléphone portable. Donc c'était impressionnant, ce phénomène de bouche à oreille qui s'est mis en place. Et moi, j'ai été pris au piège, en ce sens que j'ai répondu aux sollicitations. Et puis un jour, il y a une dame qui m'a tendu un billet, à l'époque c'était encore des francs belges, de 2000 francs belges, ce qui est l'équivalent de 50 € actuels. Et elle me dit, je dis non, je ne peux pas accepter.
alors que je n'avais pas d'argent, j'avais vendu tout ce qui me restait pour survivre, et de louer cette loge de concierge où j'ai finalement commencé à voir les gens d'une manière un peu plus cadrée, parce qu'à la maison ça devenait trop compliqué, et puis bon. Et j'avais plus de voiture non plus, donc ça devenait difficile d'aller voir les gens à distance et tout ça. Et en fait, elle m'a tendu ce billet, et je me suis rendu compte que je n'avais pas l'humilité d'accepter de l'argent, et donc de donner aussi une valeur à ce que j'étais en train de faire, au temps, à l'éventuelle compétence que je mettais à disposition. Et c'était une leçon pour moi, parce que j'avais toujours été salarié, et donc il a fallu que tout d'un coup je rentre dans cette dynamique de m'attribuer une valeur. Et donc j'ai téléphoné au ministère de la Santé en disant, voilà, j'ai un problème, j'ai un diplôme de médecin, de chirurgien, je pratique quelque chose qu'on pourrait apparenter à la psychothérapie sans en avoir un diplôme, je vais aux États-Unis où on m'apprend la gestalt thérapie, l'analyse bioénergétique selon Alexander Lowen, des thérapies reichiennes, etc., mais je suis en formation, et comment me mettre en règle vis-à-vis de l'administration. Et le fonctionnaire au ministère de la Santé, en Belgique, m'a répondu « Mais vous êtes médecin, donc vous pouvez pratiquer tous les arts de guérir. » Ce qui est une aberration en soi. Mais en même temps, légalement, j'étais protégé. Surtout vis-à-vis de la psychothérapie, qui n'a pas de statut bien défini. Et puis, moi, je ne me sentais toujours pas légitime, même si je l'étais vis-à-vis de l'administration fiscale. J'ai donc écrit mon premier livre, Le travail d'une vie, dans lequel je racontais précisément ce qui se passait à cette consultation, où je voyais à l'époque des gens de tous horizons, avec toutes sortes de problématiques, qui étaient toutes des crises de vie professionnelles, personnelles, sentimentales, des maladies parfois, qui sont aussi des crises de vie, ou un enfant qui tout d'un coup rentrait dans une période d'anorexie, ou des abus sexuels dans la famille. Et je voyais toutes sortes de gens. Je me faisais superviser par un psychanalyste. D'ailleurs, c'était exigé par l'école où j'allais aux États-Unis. Et puis, ça s'est professionnalisé, le cadre, et puis j'avais de plus en plus d'outils, je devenais de plus en plus conscient de ce que j'étais en train de faire, alors qu'au départ, je le faisais très spontanément. Et puis, en 2003-2004, j'étais envahi de monde, surtout qu'il y avait eu Le travail d'une vie, puis Vivre en paix qui était paru en librairie. Ça avait ramené beaucoup de monde. Il y en avait déjà beaucoup dès le départ, et finalement, je me suis dit, mais ta légitimité dans cette activité, elle serait beaucoup plus raffinée si tu t'adressais à des gens qui sont malades physiquement. Parce que des psychothérapeutes, il y en a beaucoup, mais des psychothérapeutes qui ont pratiqué la chirurgie, qui ont prescrit des chimiothérapies, qui connaissent vraiment le corps humain dans sa souffrance, il y en a beaucoup moins. Et donc, je me sentais tout à fait légitime dans cette posture-là. Et à partir de 2004-2005, les gens que j'ai acceptés, ça m'a permis aussi de faire un tri, parce que vu toutes ces demandes, c'était plus que des gens qui étaient en souffrance physique, des maladies dites psychosomatiques, beaucoup de maladies chroniques, et une grande partie de la consultation, je dirais 80%, des cancers. Parce que le cancer est devenu une maladie chronique maintenant, avec ses longs traitements, ses éventuelles récidives, etc. Donc c'est ces gens-là qui viennent me voir aujourd'hui.